Et notre duo de journalistes francophones se compose aujourd'hui de Marie-Roger Biloa, journaliste et présidente directrice générale d'Africa International Media Group. Bonsoir et bienvenue à vous sur le plateau du 64. Bonsoir. Et puis un habitué, Richard Verly, correspondant en France du site d'information suisse Blick. Bonsoir Richard. Bonsoir. Alors un mot d'abord peut-être sur le premier tour des législatives en France. L'avenir politique de la France sera fixé d'ici 1h30. Un mot simplement Richard peut-être sur le taux de participation, puisque je le rappelle nous sommes et jusqu'à 20h toujours en période de réserve électorale. On ne peut donc pas s'épancher ni sur les candidats ni sur leur programme. Donc le taux de participation à 17h il était de 59,71%, ce qui est quand même beaucoup. Qu'est-ce que ça nous dit selon vous, Richard, de l'importance que les Français accordent à ce scrutin? Mais ça prouve que c'est une journée décisive, on l'a beaucoup dit, mais c'est évident. Donc le chiffre que vous avez donné, c'est celui de 17h. Si vous prenez en compte le fait que les bureaux de vote ferment à 20h dans les métropoles et que beaucoup de citadins reviennent chez eux en fin de journée, on peut imaginer un taux de participation final qui approchera les 68%, c'est-à-dire l'équivalent de 1981, la fameuse alternance de 1981. Donc ça prouve bien qu'on est à un moment charnière, que les électeurs l'ont compris, que les enjeux sont très importants. Et de ce point de vue, je tiens à le répéter, je l'ai souvent dit, ça prouve que le geste de la dissolution était démocratique, puisqu'il y aura eu une réaction démocratique, un vote des Français. Ça doit être pris en compte dans l'appréciation qu'on portera. Et alors l'autre actualité qui fait beaucoup réagir cette semaine, c'est la santé de Joe Biden, le président américain qui refuse de jeter l'éponge et qui assure qu'il peut remporter la présidentielle américaine de novembre. Alors la nouveauté, Marie-Roger Biloa, c'est que les inquiétudes viennent, ou en tout cas sont exprimées publiquement dans son propre camp. Est-ce que vous diriez que le débat la semaine dernière entre Joe Biden et Donald Trump a marqué un tournant dans cette campagne américaine? Ça, je crois que tout le monde peut le dire. Parce que tout ce qu'on soupçonnait, ce qu'on chuchotait, ou on en parlait ouvertement, l'âge du capitaine, mais et plus que son âge, son aptitude à mener à bien sa mission au bout de 4 années supplémentaires, c'est ça qui était mis en doute. Je crois, ceux qui apprécient Joe Biden, surtout après l'épisode turbulent avec Trump, aimaient bien d'avoir un chef qui a une équipe organisée, une structure, un vrai bilan. Enfin, c'était déjà beaucoup plus professionnel, etc. Mais et face au danger du Trump qui pourrait revenir, et on regarde Biden et on ne parle plus que de ça. Toutes ces performances sont passées au second plan et le sujet principal devient est-ce qu'il va pouvoir tenir le coup? Est-ce qu'il va pouvoir tenir le coup? Mais en même temps, on le sait qu'il a 81 ans, ses absences répétées devant les caméras, on les a vues, ça fait quand même des mois qu'on voit ces moments-là. Pourquoi, Richard, est-ce que les démocrates ne s'en préoccupent que maintenant ? Je ne pense pas qu'il s'en préoccupe que maintenant. Voilà. Je pense que le sujet, en fait, il était posé quasiment depuis l'élection de Biden. Rappelons une chose, et je le sais pour avoir couvert cette campagne d'il y a 4 ans, il n'y a pas eu de campagne électorale il y a 4 ans. Tout à fait. On était en sortie de Covid, c'était une campagne à distance, en visioconférence, et Joe Biden s'était à l'époque très peu déplacé. Donc on est maintenant dans un contexte de véritable campagne, et vous connaissez les États-Unis, il faut se déplacer, c'est de très longue distance, c'est très éprouvant, c'est un véritable marathon physique. Et en plus, il a en face de lui un bulldozer. Donald Trump qui est prêt à tout en termes de déstabilisation. Donc je crois que les démocrates se posaient la question, mais il y a 2 éléments qu'ils ne maîtrisaient pas. D'abord, la décision personnelle de Joe Biden. Pour l'instant, il ne cède pas. Alors est-ce que c'est une façade alors que d'autres choses se trament ? Moi, je ne le sais pas. Et le deuxième élément qu'ils ne maîtrisent pas, c'est le calendrier. Parce que se retirer, si d'aventure Joe Biden devait se retirer, mais se retirer trop tard, ce serait aussi une erreur. Donc voilà les 2 éléments que les démocrates n'ont pas en main. Alors, effectivement, là, l'histoire de se retirer ou pas devient de plus en plus vraisemblable. Parce que la pression vient de son propre camp, de ses amis, le New York Times, enfin tout l'établissement démocrate quand même, c'est lourd. Et maintenant, on montre aussi... d'après la presse américaine, Kamala Harris, sa vice-présidente, commence à se préparer. Et bien voilà, ce que j'allais dire, que maintenant on indique aussi une voie de sortie qui pourrait être non pas, comme le dit Richard, on n'a pas le temps de refaire des primaires, ou d'ouvrir des débats, ou même des plaies, des blessures, des rivalités, voilà. Mais
tout simplement de suivre la Constitution. Si le président ne peut pas, qui vient à sa place? La vice-présidente. Et ceux qui disent, oui, mais elle n'est pas plus populaire que lui, ben c'est pareil, alors ils sont au même niveau. Il faudra juste maintenant remonter une campagne autour d'elle, avec toute l'équipe, etc. Et ce sera beaucoup plus légitime et plus gérable que de recommencer une autre aventure. Mais Marie-Roger Biloa, par exemple, sur le continent africain, on a vu des dirigeants s'accrocher au pouvoir. Je pense par exemple à Robert Mugabe au Zimbabwe, qui était au pouvoir encore jusqu'à 93 ans. On peut citer Paul Biya au Cameroun, 91 ans. Comment ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis est perçu sur le continent africain, et notamment dans ces pays où on a été habitué à des records de longévité? Est-ce que ça entache l'image de la démocratie américaine? Eh bien, ça dépend dans quel cas on se trouve. Certains vous disent, vous voyez, vous trouvez que notre président est trop vieux, mais regardez aux États-Unis, Biden, il était très âgé également, les gens ont voté pour lui il y a 3-4 ans, donc c'est pas un problème d'âge. Et effectivement, c'est aussi un argument qu'on peut entendre, que le problème n'est pas tellement l'âge, c'est l'aptitude à gouverner. Il y a des gens qui, à un âge avancé, sont toujours aux affaires, etc. Le problème de Mugabe qu'on cite, c'est parce que la population zimbabwéenne, une bonne partie en tout cas, l'a soutenu jusqu'à ce qu'on se rende compte que ce n'est plus lui qui était aux affaires. C'était sa femme et d'autres qui prenaient des décisions à sa place. Et on dit, mais alors, Captain Bob, si tu n'es plus là, c'est pas la peine. Pourquoi tu restes au pouvoir? Donc c'est à ce moment-là, ça s'est déglingué. Tant qu'on avait la perception que c'est lui qui prenait les décisions, que c'était lui le chef, le commandant en chef, son pouvoir pouvait tenir. Et c'est ça exactement le problème qui se pose dans des pays comme le Cameroun, où on se demande qui dirige le pays, et ou d'autres. Je crois que le pays le plus en vue en ce moment, c'est le Cameroun, et le problème est tout entier sur la table. Le Cameroun, où effectivement Paul Biya est toujours au pouvoir, et Robert Mugabe, lui, je le rappelle, est décédé en 2019. Richard Verly, comment est-ce que cette situation et toutes ces inquiétudes autour de la santé mentale, notamment de Joe Biden, est perçue par les dirigeants européens? Est-ce qu'on a des informations sur une éventuelle inquiétude des dirigeants européens concernant l'avenir, qui sera le capitaine des États-Unis dans les prochaines années? Bien sûr qu'ils sont inquiets, et ils sont, j'allais dire, diversement inquiets selon leur degré de proximité avec Joe Biden. Alors, il y en a un qui n'est pas inquiet, puisqu'il y en a un qui appelle ouvertement à voter Trump, c'est Viktor Orban, le président en exercice de l'Union européenne. Lui, c'est très clair, il a dit « mon candidat, c'est Trump ». Les autres, notamment tous ceux, je pense aux grands pays comme la Pologne, les États-Unis, mais aussi l'Italie. Madame Meloni, aussi bizarre que ça puisse paraître vu son positionnement politique national, elle est très proche de Joe Biden. Il a l'air presque d'être son grand-père, de l'avoir pris en quelque sorte sous son aile. Donc ces dirigeants-là, Emmanuel Macron, évidemment, qui a une proximité tout de même nettement plus grande avec Joe Biden qu'il n'en avait avec Donald Trump. Donc je dirais que la plupart des dirigeants européens, ils avaient mis leurs œufs dans le panier Biden, et si ce panier venait à tomber et que les œufs venaient à se casser, ça ferait des dégâts au niveau européen. Et alors on va parler de l'Europe, justement plus spécifiquement du Royaume-Uni, où les travaillistes ont remporté les législatives. Le Premier ministre Keir Starmer a donc pris les rênes du pays. Il met fin à 14 ans de règne conservateur. Et alors le nouveau chef de la diplomatie britannique est allé en Allemagne pour sa première visite à l'étranger, une visite donc très européenne. Comment, Richard, peut-on interpréter ce symbole? Est-ce qu'on doit s'attendre à une volonté de rapprochement des Britanniques avec l'Union européenne après le Brexit? Oui. Évidemment, les Britanniques savent, enfin les travaillistes britanniques ont très bien compris que l'intérêt du pays, c'est d'être arrimé à l'Union européenne. Je ne crois pas du tout qu'ils vont réveiller le débat sur l'appartenance à l'Union européenne. C'est un débat qui est entériné. Et d'ailleurs, la déconfiture des conservateurs, elle n'est pas due qu'au Brexit. Il y a d'autres facteurs, on pense à Boris Johnson, à Liz Truss et à leur programme complètement insensé. Mais oui, les travaillistes ont intérêt à cette accalmie des deux côtés de la Manche, parce que pour eux, il en va de la stabilité et surtout aussi de la capacité du Royaume-Uni à être présent sur le marché européen, parce que c'est quand même là qu'économiquement, ça se joue. Et Marie-Roger Biloa, on a déjà eu il ne reste malheureusement que 3 petites minutes. On a eu une annonce très forte dès la prise de fonction du Premier ministre travailliste. Il a annoncé qu'il renonçait au projet de ses prédécesseurs d'expulser les migrants en situation irrégulière vers le Rwanda. C'est un symbole fort. Est-ce que ça risque de froisser les relations entre Londres et Kigali? Ah oui, ça lui froisse. Je crois que ça ne gêne pas beaucoup, ça. Mais sa position a toujours été claire depuis le début, et ça fait un moment que les
sondages donnent gagnant le Labour et ils ont dit depuis déjà des mois que pour que c'était un gadget. Il a même dit ce projet est mort et enterré. Enfin, donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas lutter contre l'immigration clandestine. Il a d'autres projets et d'autres systèmes qu'on verra en place. Mais qui ne seront peut-être pas forcément mieux que ce qui a été proposé par ses justement, on ne sait pas ce qu'il faut faire, mais le plan rwandais était non seulement immoral et totalement inefficace. Et je crois que ceux qui gagnent dans l'affaire, c'est quand même le Rwanda. Ils ont touché beaucoup, beaucoup d'argent qu'ils ne sont même pas obligés de rendre d'après les autorités britanniques. Donc voilà, bon, c'était un épisode qui montre quand même que le Rwanda n'est pas, disons, tout puissant au Royaume-Uni et qu'on leur dit non des fois là-bas, contrairement à ce qu'on voit en France, vraiment, par exemple. Et un dernier mot pour terminer sur ce coming out très remarqué sur la toile, celui de Brenda Biya, la fille du président camerounais Paul Biya. C'était dimanche, elle a publié sur Instagram une photo d'elle embrassant sa compagne. Voilà, photo qu'on voit apparaître à l'écran. Le Cameroun où l'homosexualité est toujours criminalisée. Marie-Roger Biloa, il y a eu beaucoup de réactions. Comment est-ce que ce geste très fort a été perçu au Cameroun ? Eh bien, le problème au Cameroun, c'est qu'on souffre d'un mélange de genres. Il y a une paresse intellectuelle à ne pas dans le traitement de tout le phénomène de l'homosexualité. Il y a tout s'est dégradé parce que dès le départ, l'homosexualité a été perçue, a été utilisée par certains cercles de pouvoir comme un rite de passage obligé pour avoir un job, pour avoir, je ne sais pas quelle faveur. Et ça a été systématique. Les jeunes s'en sont beaucoup plaints et ça a été, voilà, il y a eu des listes soi-disant d'homosexuels, enfin. Et aussi, ça remonte à la colonisation où certains responsables de la colonisation, des gouverneurs de territoire, par exemple, forçaient des jeunes gens qui voulaient faire de la politique à des rapports homosexuels non consentis. Et voilà. Donc, tout ça et qui tombe sous le coup de la loi, c'est du harcèlement, c'est du viol, c'est tout ce qu'on veut, est mélangé et complètement dans la confusion avec un phénomène naturel qu'il y a dans toutes les populations. C'est-à-dire, on a un pourcentage d'humains qui aiment des gens du même sexe et ce n'est pas des choses condamnables. Donc là, on a tout mélangé et on va voir, on espère que ça va être un épisode qui va permettre une heure de vérité sur la question. Une heure de vérité sur cette question. Eh bien, nous devons malheureusement refermer cette page. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le plateau du 64.